Nous l'avons intitulé « Un besoin urgent d'agir ensemble ». Alors nous avons organisé 2 tables rondes. Vous avez ici, à côté de moi, l'ensemble des panélistes qui vont intervenir. Ils sont une quinzaine. La première table ronde va être consacrée à la conservation en Nouvelle-Calédonie. Quelles sont les réalités et quels sont les défis? La deuxième table ronde va être consacrée aux aires protégées. Alors là, on a mis un intitulé très provocateur, « Est-ce qu'elles sauvent la biodiversité ?» Et on va avoir des regards de gestionnaires. Donc vous avez assis les intervenants de la première table ronde, donc à ma gauche qui va commencer Claude Perry de l'IRD, Yves Le Tourneur de l'UNC, Laurent L'Huillier de l'IAC, Nathalie Bayon du Conservatoire des espèces naturelles, Hubert Géraud du WWF, Anne-Claire Guaran de la CPS et Sylvine Aupetit qui est consultante et son entreprise s'appelle Sensé. Et derrière moi, vous avez les autres intervenants qui sont cachés dans l'ombre, donc je vais leur demander d'avancer un tout petit peu. Donc vous avez Céline Morel de l'Office français pour la biodiversité, Madame Catherine Sabino de l'IRD, Aurélie Fourdrin du Parc de la mer de Corail, et puis Michel May de la province sud, et Monsieur Dang de la province nord. Voilà. Donc, en fait, le challenge que j'ai donné à nos chers panélistes, c'est de parler que 5 minutes chacun. C'est un exercice difficile, mais on y tient parce que en fait, cela nous permettra de conserver à peu près une vingtaine de minutes de discussion avec vous. Et ce qui nous semble vraiment important, c'est d'échanger avec vous. Donc voilà, les tables rondes, c'est à peu près entre 30 minutes et 40 minutes d'intervention. Et puis après, on discute avec vous. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont timides, qui n'osent vraiment pas poser des questions, on va utiliser l'astuce suivante, c'est que vous pouvez m'envoyer un SMS avec votre question. Donc, mon téléphone, il est sur la table. Mon numéro de téléphone, c'est le 856 235. 856 235. Et on ne fait pas d'autre chose que poser des questions qui ont un rapport avec la table ronde. Et voilà, donc on tient vraiment à cela. Alors, je vais demander aux panélistes de la deuxième table ronde c'est pas la peine de rester là. Alors, comme dans le cadre du silo, du Salon international du livre, les panélistes ont vraiment tenu à s'accrocher à un livre qui est sorti l'année dernière, qui s'intitule « Biodiversité en Océanie, un besoin urgent d'agir », enfin un besoin urgent d'action, et en fait, on l'a décliné à toute la problématique de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est le premier point, et Claude Perry, ici présent, va vous expliquer davantage le pourquoi et le comment de ce livre. Et ensuite, cette table ronde, elle a été organisée en fait par différents organismes, notamment elle s'inscrit dans le cadre de la 10e conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et des aires protégées. Donc les participants, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'OFB, l'IRD qui se sont vraiment attelés à organiser ces tables rondes. Et puis vous avez au tableau tous les autres participants. Et je les remercie chaleureusement parce que ça fait quelques jours qu'on bosse bien ensemble. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Claude Perry, et puis n'hésitez pas à poser des questions, je serai votre animatrice pendant tout le reste de la journée. Et mon prénom c'est Estelle. Estelle, merci. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir fait l'effort un dimanche matin. Bon, il est pluvieux, donc il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, pour venir partager avec nous quelque chose d'important qui est la prise de conscience de ce qui se passe sur la biodiversité en lien avec le changement climatique. Et donc on va essayer, comme l'a dit Estelle, de poser quelques questions pour que l'on puisse ensuite échanger. Donc les 2 tables rondes, comme l'a dit Estelle, sont inspirées des messages clés et des plans d'action qui sont réunis dans l'ouvrage Biodiversité en Océanie, qui a été produit à l'issue des ateliers qui se sont tenus en juin 2019 à Nouméa. Et ces ateliers faisaient suite à la 7e réunion plénière de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, plus connue sous l'acronyme de IPBES. Et cette 7e plénière s'est tenue à Paris en avril 2019. Et à la suite de cette plénière, il y a eu l'apparition de la synthèse mondiale de... Oui, pardon. Du coup, je vais passer les diapos.
de la 7e mondiale sur l'état de la biodiversité, donc un moment extrêmement important. Dans cette synthèse, le Pacifique est traité dans le chapitre Asie-Pacifique, et sachant que la population de l'Asie représente environ 4,7 milliards de personnes, alors que l'Océanie n'en compte que 40 millions, il nous est apparu nécessaire de porter un regard beaucoup plus spécifique sur le Pacifique océanien et tenter de mieux faire entendre sa voix, comme nous l'indiquera un petit peu plus tard Anne-Claire Boiron. Les 145 experts de l'IPES, qui venaient de 50 pays différents, ont élaboré pendant 3 ans, donc cette première synthèse sur l'état de la biodiversité, et le constat, comme vous le savez, est sans appel. La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine, et le taux d'extinction des espèces s'accélère, ce qui provoque des effets graves sur les populations humaines du monde entier, comme par exemple la raréfaction des ressources alimentaires terrestres et marines, l'apparition de pandémies telles que celles que l'on connaît aujourd'hui. Et de nombreux chiffres ont été cités, et le plus marquant est celui qui indique qu'1 million d'espèces est actuellement menacé d'extinction. Malheureusement, les îles n'échappent pas à ce déclin, et par exemple, 75% des espèces animales ont disparu, et elles étaient des espèces insulaires. Plus de 1000 oiseaux terrestres se sont éteints dans les îles d'Océanie depuis l'arrivée de l'homme, c'est-à-dire environ 3000 ans, ce qui représente 10% de la faune mondiale. Les activités humaines exercent de très fortes pressions sur tous les milieux naturels. 20% des récifs coralliens ont été détruits, autant risquent de disparaître dans les prochaines décennies. Plus de 35% des mangroves ont disparu au cours depuis l'an 2000, donc 20 ans, voire plus de 70% dans certaines régions. L'aquaculture et l'urbanisation sont les principales causes de ces disparitions. Or, les écosystèmes littoraux, comme vous le savez, tels que la mangrove, les récifs coralliens, les herbiers, sont d'importants contributeurs à l'activité économique des petits États insulaires, car ils captent et stockent de très grandes quantités de CO2 et ils constituent à ce titre de précieux alliés contre le réchauffement climatique, tout en fournissant de la nourriture aux populations qui en dépendent. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 500 millions de personnes qui vivent directement ou indirectement de ces écosystèmes littoraux. Alors pour revenir à la Nouvelle-Calédonie, j'ai retenu et adapté 3 messages clés. Donc la Nouvelle-Calédonie est un haut lieu de biodiversité. La connaissance de cette biodiversité est incomplète et inégalement répartie, et elle existe en partie dans les savoirs traditionnels. Les connaissances doivent être améliorées, mieux partagées et plus largement diffusées. Donc le premier point sur lequel je souhaiterais insister est que les connaissances sont la base de toute action. Si la Nouvelle-Calédonie a pu être reconnue comme un joyau de la biodiversité mondiale avec des écosystèmes terrestres et marins d'une richesse remarquable, c'est bien grâce à l'accumulation dans le temps et dans l'espace des connaissances issues des savoirs académiques, mais également des savoirs traditionnels. Alors, quelques chiffres pour illustrer ce propos, je ne vais pas vous les décliner, vous les avez affichés derrière moi, mais par exemple, pour le domaine terrestre, c'est 3900 km² de forêt primaire. Par rapport au monde animal, c'est 106 reptiles endémiques, ce qui représente 1% de la population mondiale. C'est 3400 espèces végétales, dont 64% sont endémiques. Et chaque année, il y a une douzaine d'espèces nouvelles qui sont décrites. Pour le marin, c'est 1600 km de barrières coralliennes continues, c'est 23 000 km² de récifs et lagons, dont 60% sont dans le patrimoine mondial de l'humanité. Et puis, c'est 150 types de récifs différents. Et puis, pour aller vers des organismes que vous connaissez bien, les coraux, il y a au moins 400 espèces de coraux par rapport aux 800 connus au plan mondial. Et actuellement, c'est 20 000 espèces qui sont décrites. Alors, ces milieux naturels exceptionnels sont un réservoir de ressources essentielles aux populations, et Laurent Lullier va vous l'illustrer un petit peu plus tard. Mais leur complexité les rend particulièrement sensibles aux changements rapides et aux agressions liées aux activités humaines. Et bien que les populations océaniennes soient numériquement faibles, les îles sont sous pression
et leur population se voit privée progressivement des biens que leur procure la nature. Et Yves Le Tourneur vous en dira quelques mots dans un instant. Le second point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il n'est pas trop tard pour agir. Et je pense que là, c'est important, et c'est d'ailleurs l'intérêt de vous réunir, de nous réunir. La conservation et la gestion durable des écosystèmes sont devenus des enjeux cruciaux, comme vous le savez, aussi pour répondre à ces enjeux et face aux grands défis que sont les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité et les services que l'homme en retire. Les scientifiques contribuent à comprendre en faisant progresser les connaissances et s'efforcent de les partager plus largement avec les différents représentants de la société civile et des collectivités afin de mieux servir les stratégies environnementales définies localement. Et les interventions de Nathalie Bayon, Hubert Géraud et Sylvie Petit illustreront ces aspects avec des approches propres à leur mission. Pour conclure, les différents ateliers, rencontres ou tables rondes comme celle tenue aujourd'hui s'inscrivent dans cette démarche de partage et d'échange entre les différents acteurs de la société. Tout doit être mis en œuvre pour réconcilier l'homme et la nature et pour une meilleure prise en compte des enjeux de la conservation de la biodiversité du Pacifique par tous au plus haut niveau. Alors nous allons en débattre avec les autres panélistes et avec plus cher public. Et je passe la parole à Yves Le Tourneur. Merci. Merci Claude pour cette introduction. Donc si la diapo s'affiche, moi je vais vous parler d'un message clé qui va être axé sur la disparition des habitats, les changements d'usage au niveau des milieux marins terrestres et sur les invasions biologiques, rapidement. Et je ferai un petit focus également très rapide sur le changement climatique, de quelle façon ça peut impacter tout ça. Alors le premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la disparition des habitats. C'est à l'échelle de la planète, disparition ou altération, dégradation, c'est la première cause de perte de biodiversité à l'échelle de la planète. Et la photo qui va apparaître dans un petit instant à l'écran illustre une des causes possibles de cette disparition, que l'on connaît malheureusement en Calédonie, ce sont les incendies de forêt. On connaît ça à peu près tous les ans, à des degrés variables entre septembre et décembre, grosso modo. Et pour mémoire, on a perdu l'année dernière approximativement 30 000 hectares de forêt. Donc ces 30 000 hectares de forêt, ce n'est pas la fin de l'histoire, si je puis dire, puisque malheureusement, la forêt qui disparaît, c'est aussi des sols qui sont fragilisés. Et lorsque surviennent les pluies qui arrivent tôt ou tard dans le temps, on va avoir ce sol qui va partir dans les criques, dans les rivières, qui va les embourber à des degrés divers, qui va altérer la faune d'eau douce et qui éventuellement, si c'est transporté très loin jusqu'à l'embouchure, peut altérer, enfouir littéralement certaines portions de récifs coralliens. Alors le deuxième aspect que je voulais aborder, c'est les changements d'usage, alors qui, vous n'êtes pas sans savoir bien entendu que l'homme se comporte de plus en plus comme un prédateur, pratiquement sans limite, et ce qui illustre aussi cette photo avec un chalutier, ce qu'on appelle un seineur pour pêcher les thons, et la pêche à l'échelle mondiale, tout confondu, est quelque chose qui a triplé en l'espace de 60 ans. Donc vraiment, on a une pression sur la ressource qui est très importante. On est passé d'à peu près 35 millions de tonnes, tout confondu, dans les années 50, à approximativement 110 millions de tonnes actuellement. Alors, en Nouvelle-Calédonie, on ne pêche pas avec des chalutiers, des seineurs comme ça, on pêche du thon, bien entendu, mais l'essentiel de la pêche qui nous concerne, si je puis dire, le plus, c'est la pêche côtière. Alors, on peut se dire que c'est effectivement quelque chose qui est relativement peu négatif. Pourquoi? Parce que c'est pratiqué à une petite échelle, par des populations qui sont relativement vertueuses en général. Mais il faut rester vigilant parce qu'on a tous connaissance de gens qui pêchent tant que la glacière n'est pas pleine, ou tant que les glacières ne sont pas pleines, indépendamment de la réglementation. Donc ça, c'est un problème potentiel. En milieu terrestre, pour faire un petit parallèle très rapide, lorsque l'on déboise une portion de forêt sèche pour une mise en pratique agricole, on fait disparaître, on change l'usage du milieu, on fait disparaître une portion de forêt qui va être plus ou moins diversifiée pour une culture pratiquement monospécifique et dans laquelle en plus on va introduire des engrais, des pesticides dont on ne connaît pas forcément d'ailleurs les conséquences sur le milieu.
Troisième aspect que je voulais aborder, c'est un aspect qui est un peu moins bien connu du grand public, un aspect du changement global, ce sont les invasions biologiques, avec ici un cas particulier qui évidemment parle à beaucoup d'entre vous, le cerf. Et à l'échelle de la planète, les invasions biologiques, c'est estimé par beaucoup d'auteurs comme étant la première cause de perte de biodiversité. En Nouvelle-Calédonie, on a 45 espèces de vertébrés introduits, 500 et quelques invertébrés et à peu près 2000 plantes qui sont introduites dans les milieux calédoniens. Alors toutes ces espèces introduites ne sont pas forcément toutes des espèces invasives, bien entendu. Mais à partir du moment où elles sont là, elles changent, elles contribuent à changer la structure d'un écosystème et donc probablement la manière dont celui-ci fonctionne. Et puis on a quand même des cas bien connus, même s'ils ne sont pas toujours quantifiés, d'effets très néfastes. L'exemple que vous avez à l'écran, le cerf, il n'a pas de prédateur naturel en Nouvelle-Calédonie. Il est susceptible donc d'avoir des effets très néfastes sur la végétation forestière et même parfois sur les champs. Un autre exemple qui est peut-être moins connu, c'est celui du chat. Le chat, lorsqu'il redevient complètement sauvage, il peut avoir un effet très négatif sur la faune d'invertébrés ou même de vertébrés. On a parlé tout à l'heure des reptiles endémiques. Il y a un vrai danger sur les reptiles endémiques à cause de la prédation du chat. Et enfin, dernière diapo que je voulais évoquer, donc sur un aspect plus général, le changement climatique. Donc ici, avec une photo qui illustre de façon un peu emblématique ce phénomène-là, c'est le corail qui blanchit. Et on a eu en 2016-2017 un événement très important en Calédonie avec jusqu'à 90% de blanchissement dans certains secteurs. Alors ça ne veut pas dire que le corail meurt systématiquement, mais il est fragilisé. Et l'écosystème de façon générale est fragilisé. Alors, il est compliqué, difficile, hasardeux même parfois d'essayer de prédire ce qui nous attend dans les décennies qui viennent. Mais on ne prend pas beaucoup de risques en disant que ce type d'événement va s'accentuer, soit en termes de fréquence, soit en termes d'intensité, peut-être les deux. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à mon voisin. Donc je vous parlais d'une biodiversité un peu particulière et qui permettra de passer aussi quelques messages positifs et pas seulement beaucoup de messages négatifs que l'on aura l'occasion de passer aujourd'hui. Et parler donc de l'agrobiodiversité. Un petit rappel d'abord de ce que c'est que l'agrobiodiversité, pour ceux qui ne sauraient pas, je pense que vous le devinez tous, c'est tout simplement la biodiversité agricole. Donc cette biodiversité qui nourrit les populations, qui permet aux agriculteurs de pratiquer et de nourrir les populations. C'est cette part de biodiversité qui est utile à la production agricole, donc que ce soit les plantes, les animaux, et aussi tous les insectes ou les micro-organismes. Cette diapositive suivante sur les messages clés que je souhaite faire passer aujourd'hui. Cette biodiversité, cette agrobiodiversité, elle est bien sûr très importante et elle nourrit les populations océaniennes depuis très longtemps, depuis souvent des millénaires. Et je vous donnerai dans la diapositive suivante quelques exemples pour montrer que cette biodiversité agricole est maintenue de génération en génération. Et grâce, c'est le deuxième message clé qui est ici, grâce aux pratiques et aux savoirs traditionnels. Donc pour illustrer ces messages, je ne parlerai que de plantes comestibles, c'est une partie de l'agrobiodiversité, qui est déjà un vaste domaine, et à travers 3 diapositives qui suivent. Donc cette première diapositive, des travaux d'inventaire ont permis, en Nouvelle-Calédonie, de montrer qu'environ presque 400 espèces de plantes sont comestibles. Vous voyez sur le graphique de gauche, sur la partie basse, un petit peu jaune et orangé, les plantes qui ont été introduites depuis, soit depuis très longtemps, des premiers peuplements, c'est la partie un peu orangée, avec environ une trentaine d'espèces, et d'introduction, celles qui sont d'introduction plus récente en orangé, près d'une centaine d'espèces. Et alors ce qui est remarquable, c'est cette partie verte, vert clair ou vert plus prononcé, qui sont des espèces dites natives, espèces de plantes comestibles natives, donc soit autochtones, soit endémiques. Et donc plus de 40% de l'ensemble de ces 400 espèces comestibles sont endémiques ou autochtones, ce qui est remarquable, et encourageant également pour l'avenir, puisqu'on peut peut-être se dire que ces plantes qui sont parfaitement adaptées aux conditions locales pourront mieux résister aux aléas, notamment aux aléas climatiques,
et contribuer à une autosuffisance alimentaire à l'avenir. Donc ça, je parlais ici d'agrobiodiversité spécifique, donc au niveau d'espèces. Et la diapo suivante pour illustrer l'agrobiodiversité génétique, c'est-à-dire les variétés au sein des espèces. Alors, ce ne sont pas bien sûr des chiffres exhaustifs, mais parmi quelques espèces ici illustrées, donc les bananiers par exemple, nous avons identifié en Nouvelle-Calédonie une quarantaine de bananiers locaux d'introduction ancienne, puisque les premiers bananiers ont été introduits par les premiers peuplements, il y a plus de 3000 ans. Et rien que sur l'île de Marais, par exemple, près d'une quarantaine de variétés ont pu être identifiées à travers des prospections. De la même manière pour les choux kanak. Les choux kanak en Nouvelle-Calédonie, ce sont plus de 50 variétés qui ont pu être identifiées. Les ignames, également plus de 160 variétés, etc. Je passe aussi sur les agrumes, les avocats, qui sont d'introduction plus récente, bien sûr, mais qui représentent également une agrobiodiversité très intéressante. Et pour finir mes propos, comme dernière diapositive, le rôle de l'homme dans ce maintien de l'agrobiodiversité dans le Pacifique, et en Nouvelle-Calédonie en particulier, avec le cas intéressant de la banane, qui a été étudié à travers des travaux par Valérie Kaji en 2016 et puis ses collaborateurs. Alors, d'abord sur le contexte, il faut savoir qu'à travers le monde entier, il existe plus de 1000 variétés de bananiers et une seule variété domine le marché mondial, c'est la variété Cavendish, ce qui peut présenter des problèmes importants en cas de maladie, par exemple, d'impact de virus, voire plusieurs virus. Et c'est souvent le cas, puisque on connaît par exemple le régime de Chitop qui a causé pas mal de soucis localement. Alors, dans le Pacifique, cette étude a porté sur plus de 100 variétés en 2016, sur une dizaine de pays du Pacifique. Vous avez ici la diapositive, les pays qui ont contribué à cette étude, et qui a permis, alors cette étude a d'abord été sur des analyses génétiques, qui est assez novateur à l'échelle du Pacifique, et la génétique, vous le savez tous, apporte des données très intéressantes de plus en plus aujourd'hui. Ce qui est confirmé, c'est que la diversité est la plus élevée, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ce qui est nouveau comme résultat et qui était inconnu, elle est également très importante en Nouvelle-Calédonie, plus que dans tous les autres pays du Pacifique. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une quarantaine sur Marais. Alors, ce qui est étonnant, c'est pour quelle raison finalement cette agrobiodiversité est importante en Nouvelle-Calédonie. Il y a plusieurs raisons. Alors, il y a le fait que l'immigration des peuplements sur plus de 3000 ans, finalement la Nouvelle-Calédonie est une sorte de cul-de-sac, et les peuples qui sont arrivés avec chaque fois des variétés de bananiers qui ont grâce aux pratiques traditionnelles, pratiques agricoles traditionnelles, et le fait que le bananier est attaché à une valeur culturelle très forte dans la société kanak, puisqu'il identifie souvent les clans. Et donc, ces bananiers sont transmis de génération en génération, et grâce aux pratiques traditionnelles, sont maintenus sur du temps très long. Donc, le message que je voulais faire passer, c'est certes que l'homme peut être une menace, mais peut aussi être une solution dans le maintien d'une certaine partie de la biodiversité. Merci Laurent. Alors, la parole est donnée maintenant à Nathalie Bayon, qui est directrice du Conservatoire des espaces naturels, et qui va faire deux focus sur des menaces. En fait, comme quoi l'homme est une menace, mais c'est aussi une solution, avec le cas des forêts sèches. Bonjour à tous. Effectivement, on l'a vu, pas mal de messages un peu pessimistes. Je vais alterner là entre des messages un peu pessimistes, parce qu'il faut bien rappeler des choses et ne pas les cacher, et on va essayer d'alterner avec un peu d'optimisme. Alors, je vais commencer par poser une question, à savoir, Yves a déjà abordé un petit peu la thématique, est-ce qu'un écosystème entier peut disparaître de la surface du Nil? Malheureusement, la réponse est oui. Et pour illustrer mes propos, je vais vous parler d'une thématique que le Conservatoire d'espaces naturels connaît bien, c'est la forêt sèche. Vous voyez sur cette carte, illustre la forêt sèche originelle. En fait, elle occupait la totalité pratiquement de la surface des reliefs, des collines et des plaines
de la côte ouest. Et au-dessus, vous voyez la carte, tout ce qui est en rouge, c'est ce qui reste en fait. Et donc on estime qu'il reste 2% en Nouvelle-Calédonie de la surface originelle des forêts sèches. Alors comment on en est arrivé là ? Eh bien, la forêt sèche a subi de graves dégâts liés aux activités humaines. Il ne faut pas se cacher. Là, ce que je voulais dire, c'est très clairement l'homme est localement responsable de cette disparition. On le verra ensuite, l'homme peut aussi être le médecin pour réparer et soigner cette forêt sèche. On le verra après. Comment on en est arrivé là ? Alors là, c'était pour illustrer la beauté de cette forêt sèche, qui a été longtemps considérée comme une espèce de brousse inextricable avec des lianes, etc. Pas forcément hyper jolie, mais quand on s'approche, oui, c'est une forêt qui est exceptionnelle. Il faut savoir qu'il y a 220 espèces végétales en Nouvelle-Calédonie dans les forêts sèches qui n'existent nulle part ailleurs. Donc un taux d'endémisme de 60%. Alors, comment on est arrivé à sa quasi-destruction ? Alors, il y a le défrichage, d'abord, qui est illustré là à gauche pour les besoins de l'agriculture et de l'élevage. Les incendies de forêt, on en a déjà parlé. Malheureusement, cette menace, elle existe toujours. On l'a vu l'année dernière encore à Pindai, où il y a des hectares même de forêts et de forêts qu'on avait plantées qui ont disparu. Il y a l'urbanisation. On en a parlé aussi, et je ferai un focus particulier sur ces fameuses espèces exotiques envahissantes, dont essentiellement le cerf. Donc voilà pour le pessimisme, mais heureusement, je l'ai dit, l'homme peut aussi avoir les solutions. Et donc ça fait plus de 20 ans qu'il y a tout un panel d'acteurs, notamment le WWF, des associations, des citoyens, des chercheurs qui ont permis l'acquisition de connaissances sur cette forêt pour mieux la gérer, la préserver, des pépiniéristes aussi qui ont énormément joué le jeu pour cultiver des espèces de forêts sèches et notamment les espèces rares et menacées, et aussi beaucoup de citoyens, et ça on le voit beaucoup notamment dans la région de Nouméa avec des plantations participatives. De rien oublier. Ensuite, il y a le rôle du Conservatoire d'espaces naturels. Pour tout savoir sur le Conservatoire d'espaces naturels, je vous invite à aller, je vous fais un petit peu de pub, à aller visiter notre stand qui est à l'extérieur de l'autre côté. Donc, je l'ai dit, beaucoup d'associations, par exemple à Nouméa, qui sont au chevet de petites parcelles de forêts sèches urbaines. Vous connaissez sûrement la forêt sèche du Bentoro, de Tereka, ou plus récemment, une association qui œuvre sur le mont Vénus. Du côté du Conservatoire d'espaces naturels, là, on se concentre sur la conservation d'une dizaine de sites prioritaires avec des mises en défense. Les mises en défense, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on clôture d'immenses parcelles de forêts sèches de plusieurs hectares. Pour vous donner une idée, actuellement, il y a 36 km de clôture qui entourent les forêts sèches. 36 km, c'est la distance de... Je vais noter... une image de Moindou à Bourail en fait. Vous imaginez une distance de Moindou à Bourail qui clôture des parcelles de forêt sèches. Et la surface totale clôturée, ça équivaut à 950 terrains de football. Donc voilà, et là par contre il faut des gros moyens, et heureusement on dispose des moyens nécessaires, on va chercher des financements, notamment par exemple auprès de l'Union européenne. Donc on clôture, mais aussi on plante. Je l'ai dit, il y a des citoyens qui plantent sur des petites parcelles aussi à Point-Boute, par exemple. Et du côté du conservatoire, on fait aussi des parcelles où on plante là plusieurs milliers de plants, il ne faut pas exagérer. Et depuis 2001, c'est 70 terrains de football en gros qui ont été replantés. C'est le cas notamment sur la presqu'île de Pindai à Point-Boute et sur le domaine de Boirodeva à Bourail. Donc franchement, alors il y a aussi une diapo qui illustre, là vous avez deux sites, la Pointe-Ma en 2006 et en 2019, et la forêt sèche de Tia à Point-Boute en 2006 et en 2019. Donc voilà, rien que cette image, je pense qu'elle illustre le fait que cette somme d'initiatives permet quand même d'afficher un certain optimisme quant à ne pas voir disparaître cette forêt sèche, voire même de la voir renaître dans certaines zones.
Alors par rapport aux menaces, je l'ai évoqué tout à l'heure, les espèces envahissantes, Yves en a déjà parlé. Il faut savoir que les espèces exotiques envahissantes, celles qui ont été introduites, sont la première cause d'érosion de la biodiversité dans les îles. En Nouvelle-Calédonie, on ne les voit pas toujours, mais en fait elles sont très nombreuses. Il y a plus de 2000 végétaux qui ont été introduits, il y a plus de 600 espèces animales. Alors fort heureusement, elles ne causent pas toutes des dégâts sur l'environnement. Elles sont arrivées par bateau, elles sont arrivées par avion, et à différentes époques. Je vous parle de ça, ça fait 150 ans, voire plus, qu'on introduit des espèces envahissantes en Nouvelle-Calédonie. Et parmi les 100 espèces dans le monde les plus envahissantes, celles qui causent le plus de dégâts sur les espèces naturelles, on en a quand même 36 parmi ces 100 qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie. Alors les plus redoutables, on les connaît, tant quelquefois, le problème c'est que quelquefois on les aime bien, mais elles sont néanmoins redoutables. Il y a le cerf, évidemment, on en a parlé, le cochon sauvage, le lapin, le chat ensauvagé, le bulbul, le myconien. Le problème c'est que quelquefois ces petites bêtes sont sympathiques, mais en fait elles sont redoutables. D'autres, heureusement, ont été interceptées à temps. Vous avez tous entendu parler du python réticulé à veau, ça fait un peu le buzz pendant un moment, le crapaud buffle et la petite mangouste aussi qui avait réussi à arriver en Nouvelle-Calédonie, mais à l'époque elle avait heureusement été interceptée. Alors pour certaines, c'est toute une cascade d'impacts négatifs qui sont engendrés. Yves en a parlé tout à l'heure, donc je vais pas trop y revenir. Avec donc des sous-bois forestiers qui disparaissent, la terre fertile qui se retrouve dans les rivières et qui se retrouve malheureusement dans le lagon et qui étouffe les récifs. Alors, ok, du pessimisme et des menaces, mais de l'optimisme avec des moyens, notamment via le programme Protège, des gros moyens pour réguler les populations de cerfs et de cochons, des techniques de piégeage, beaucoup de sensibilisation parce que le grand public peut agir, et notamment en signalant auprès du Conservatoire d'espaces naturels toute espèce suspecte qui pourrait être nouvellement introduite et qu'il faut absolument détecter tout de suite pour engager la lutte immédiatement. Donc vous verrez sur notre stand tout ce qui est mis à disposition. Et je ne peux pas terminer cette présentation sans parler, et là pour le coup avec une note d'optimisme, on est sur une île, on est entouré d'un lagon. Là, Dieu merci, pour l'instant le lagon n'est pas du tout affecté, en tout cas pas à notre connaissance, par les espèces exotiques envahissantes. Il y a d'autres menaces qui pèsent sur lui, mais le lagon de Nouvelle-Calédonie est très bien surveillé par les scientifiques, là aussi par un réseau de bénévoles. Tous les ans, ou tous les 5 ans suivant les zones, des gens vont plonger, surveiller l'état de santé du récif, et globalement, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que le récif de Nouvelle-Calédonie reste encore globalement en bonne santé. Donc le dernier message pour conclure, c'est que les menaces existent. Heureusement, on a des solutions. Il n'y a pas que les scientifiques, il n'y a pas que les gens dans les collectivités qui peuvent agir. Vous, le public, vous le verrez aussi au fur et à mesure des présentations et sur les stands de toutes les associations qui sont ici présentes. Vous pouvez agir à votre niveau. Merci. Merci beaucoup Nathalie pour ta présentation. Alors la suite de l'intervention, c'est Hubert Géraud qui est le directeur du WWF et qui va plutôt parler des aspects de cogestion. C'est ça Hubert, hein? Oui, merci. Oui, bonjour à tous. Donc, pour rester aussi dans les temps, le message clé que je voulais faire passer en rebondissant sur plusieurs messages importants du rapport IPBES, c'est faire gagner la nature, faire gagner l'homme. Parce qu'en fait, en détruisant la nature, nous sommes en train de nous priver nous-mêmes des produits et services que la nature nous rend. 3 exemples. La vie du sol nourrit la vie des plantes qui nous nourrit ou qui nourrit les animaux qui nous nourrissent à notre tour. Les récifs coralliens, en bonne santé, nous protègent nos rivages de l'érosion de la houle et fournissent les poissons que l'on mange. 3e exemple, les forêts de la chêne par exemple, eh bien, sont les fournisseurs d'eau des populations insulaires. Et là, je vais développer un peu cet exemple-là. Vous, dans la salle, majoritairement, vous êtes du Grand Nouméa, et très probablement, l'eau que vous avez au robinet le matin, elle vient de la montagne des Sources. Et en fait, le service rendu par ces forêts, c'est celui d'accueillir les eaux de pluie, et au lieu qu'elles dévalent en ruissellement, arrachant le sol, provoquant des inondations et
pouvant aller jusqu'au récif dans le lagon, eh bien, sont ralentis, infiltrés dans les sols et rechargent nos nappes. Et c'est cette eau-là que vous avez au robinet. Donc ce service gratuit, transparent dont vous vivez tous les jours, eh bien la nature, la biodiversité de quelques dizaines de kilomètres d'ici, eh bien vous êtes offert par ce service, vous êtes offert par la nature. Et ce service, il est en train d'être complètement dégradé. Et il faut donc non seulement investir sur l'entretien des infrastructures grises, donc c'est quoi? C'est les barrages, les tuyaux qui vous apportent l'eau au robinet, mais également les infrastructures vertes, c'est-à-dire cette biodiversité, cette couverture forestière qui est celle-là qui gratuitement vous fournit votre eau au robinet en quantité et en qualité. Et donc, il va falloir changer un peu le logiciel de pensée et accepter de mettre de l'argent, ce que l'on fait encore que trop peu, dans la réparation de ces infrastructures vertes. Qu'elles soient ces forêts de la Chaîne, au-dessus du barrage de Nambéa par exemple, mais aussi pour prendre soin, protéger, empêcher la dégradation de récifs ou de mangroves, les réparer également, etc., etc. Donc c'est un choix de société que de réorienter son investissement, aussi financier, sur ce lien gagnant-gagnant de l'homme à la nature. Et ce qui se passe, ce qui démarre à petite échelle depuis, on va dire, 10-20 ans en Nouvelle-Calédonie, par une culture et une action de réparation des dégâts, se fait à trop petite échelle aujourd'hui par rapport à l'enjeu de préserver et de réparer ces biens et ces services que nous rendons la nature. Et donc il va falloir accélérer ce processus. Et ce qui se passe chez nous, petit territoire insulaire du Pacifique, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde et ce qui se passe également chez nos voisins. On a réalisé une étude qui montre en effet la qualité des périmètres de protection de captage d'eau, la qualité de la couverture forestière et la qualité du service forestier d'approvisionnement en eau rendu par ces forêts. Et majoritairement, ce service est dégradé, voire très dégradé. Donc, on est encore chanceux en Nouvelle-Calédonie. On a assez peu de pénurie. Il y en a dans certaines tribus, dans certaines communes, jusqu'à Yengen, qui est pourtant un château d'eau du pays. Eh bien, il y a certains mois où il y a des restrictions d'eau. Et donc, il y a un appel d'urgence à inverser le processus, inverser notre modèle de pensée pour réinvestir nos moyens humains, comme le disait Nathalie, même tout le monde peut participer à cet élan, mais également les moyens budgétaires, c'est-à-dire notre société, notre économie dépend de ces ressources, dépend de ces services, donc elle doit aussi financer leur maintien et leur restauration. Merci. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette table ronde. Je m'appelle Claire Poiron, je travaille à la communauté du Pacifique au sein du programme Changement climatique et durabilité environnementale. La CPS en fait est une organisation intergouvernementale à caractère scientifique et technique et qui travaille pour le bien-être des populations du Pacifique. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter en quoi la fédération est un moyen de jouer un rôle clé pour la préservation de la biodiversité et notamment. Donc, je vais vous illustrer en fait deux des messages clés qui ont été identifiés lors de la conférence au mois d'avril l'an dernier. Donc, le premier, c'est la nature peut être mieux conservée, mieux protégée et exploitée de façon plus durable, notamment si on fait part d'une solidarité éthique et scientifique en Océanie. Alors, la région du Pacifique Sud, la préservation de la biodiversité ne peut en aucun cas en fait, être envisagée uniquement à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce qu'en fait, les problématiques de la biodiversité dépassent très largement les seules frontières de notre île. Et ensuite, parce que les moyens en Océanie sont
très dispersé et tout à fait insuffisant. Donc la région du Pacifique, j'aime bien cette photo parce qu'elle illustre particulièrement bien la manière dont sont répartis les territoires immergés dans le Pacifique. Donc il y a entre 20 et 30 000 îles, 98% d'océans et seulement 560 000 km² de terre immergée, ce qui fait 30 fois la Nouvelle-Calédonie. Il y a également 22 pays et territoires, donc une population océanienne qui est peu nombreuse, qui est également très dispersée et avec des niveaux de développement relativement variables. Comme l'a rappelé Hubert, la biodiversité et les services écosystémiques jouent un rôle fondamental pour la préservation de la vie, du bien-être des populations. Et pour illustrer, en fait, il y a environ 47% des populations du Pacifique pour lesquelles la vente de poissons représente le premier ou le deuxième revenu. Donc c'est tout à fait important. Donc dans ce contexte-là, à quoi servent les organisations de coopération régionale? Donc les organisations de coopération régionale en fait, ont été créées par les dirigeants du Pacifique. La plus ancienne étant la CPS qui a été créée en 1947. Il y a tout d'abord des organisations régionales à caractère politique. Donc la plus importante est le Forum des îles du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie est devenue membre à part entière de ce forum en 2016. C'est une étape extrêmement importante pour la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, on va distinguer plusieurs organisations régionales à caractère scientifique et technique, plus ou moins spécialisées. Certaines extrêmement spécialisées, par exemple sur l'énergie, le tourisme, ou d'autres à caractère plus large, comme la CPS. Donc, à quoi servent ces organisations régionales? Premièrement, en fait, elles sont vraiment des espaces de dialogue, d'échange, d'élaboration de savoirs et d'outils communs et utiles à toutes les populations du Pacifique. Par exemple, la CPS participe à l'acquisition de connaissances en matière de répartition des populations de thon. Cette connaissance-là va permettre en fait, de définir des politiques publiques, par exemple de quotas de pêche. Donc ça, c'est extrêmement important. La CPS va également participer à la conception d'outils et de projets à une échelle régionale ou sous-régionale. Par exemple, il y a une application qui a été créée pour les pêcheurs qui permet en fait de déclarer de manière extrêmement simple par le biais d'un téléphone les prises de tonidés à la palangre, donc ce qui contribue aussi à la connaissance sur les prises de pêche. Voilà, ça c'est un point important. Pour rejoindre un exemple qui avait été cité par Laurent, à Fidji existe un centre d'études des cultures des arbres du Pacifique. Je regarde mes notes parce que je me suis jamais donné. Et en fait, ce centre-là a un rôle extrêmement important dans l'objectif en fait, d'assurer la sécurité alimentaire des populations du Pacifique, puisqu'en fait, c'est vraiment la banque génétique du Pacifique. Pour vous donner un autre exemple, à Tonga, il y a un centre qui a été créé très récemment, qui est le centre en fait, qui gère tout ce qui est les nouvelles technologies en matière d'énergie renouvelable et donc partage cette connaissance avec le reste du Pacifique. D'un point de vue plus politique aussi, la CPS peut appuyer les pays, par exemple, pour intégrer dans leur politique publique les notions de responsabilité sociale et environnementale, donc c'est tout à fait important. La CPS va aussi, par le biais de son réseau avec les bailleurs de fonds, permettre de trouver et de gérer des fonds. Nathalie en a un petit peu parlé. Par exemple, elle met en œuvre le programme Protège, qui est un programme au bénéfice des territoires du Pacifique, territoires européens. Et participe par exemple à l'étude sur la valorisation du cocotier. On voit tout de suite que c'est une problématique qui dépasse largement la seule Nouvelle-Calédonie. Et la CPS va également permettre de former les océaniens aux bonnes pratiques. Ça peut être par exemple former les techniciens à tout ce qui est contrôle frontière sur les nouvelles maladies agricoles. Le deuxième grand rôle des organisations régionales dans le Pacifique, c'est de pouvoir, comme l'a rappelé Claude, porter cette voix de l'Océanie à l'international. C'est-à-dire que quand on est Niue, où il y a 1500 habitants, ou Nauru, 5000 habitants,
on pèse pas grand-chose, mis à part qu'on a une voix à l'ONU, dans les organismes, dans les instances internationales par rapport à la Chine, par exemple, en termes de force de frappe diplomatique. Donc les organisations régionales vont aider les pays du Pacifique à négocier des accords internationaux. Par exemple, elle va les aider dans les négociations sur la haute mer, sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Elle va également former les leaders du Pacifique aux négociations, permettre donc le portage d'un message unique et unifié, et également permettre de négocier un certain nombre de fonds dédiés au territoire du Pacifique. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Claire. Alors on va passer à la dernière intervention de Sylvie Nopetit, qui est consultante, et qui va vous parler plutôt des aspects réglementaires sur les territoires. Comment est-ce qu'on met en place une réglementation? Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je m'appelle Sylvie Nopetit et je travaille sur les questions du droit de l'environnement au sein de l'espace collaboratif Sensé. Et je vous parlerai aujourd'hui de la contribution du droit à la protection de l'environnement et à son exploitation plus durable. Puisque, effectivement, la nature peut être mieux conservée, mieux protégée et exploitée de façon plus durable, notamment en suivant les pistes juridiques qui ont été évoquées dans l'ouvrage dont nous faisons aujourd'hui la promotion. Donc, ces éléments qui ont été évoqués l'année dernière à l'atelier IPBES. Pour revenir à l'échelle calédonienne, après l'intervention d'Anne-Claire, le droit de l'environnement existe déjà en Nouvelle-Calédonie. Les 3 provinces ont chacune un code de l'environnement. La Nouvelle-Calédonie, elle aussi, par sa compétence matérielle spécifique en matière de commerce, par exemple, qui l'autorise à encadrer l'usage des plastiques, ou bien par sa compétence territoriale en mer, qui l'autorise à encadrer les réserves protégées, les aires protégées dans ces eaux. Chacun crée du droit de l'environnement. Chacune de ces collectivités, et je ne parle même pas des communes, chacune contribue à la protection par le droit de l'environnement calédonien. Mais chacune le fait par son propre prisme, avec sa propre lecture de son public, de sa politique, avec sa propre perspective. Et du coup, on pourrait se prêter à rêver à un droit de l'environnement plus efficace. Ne serait-ce que si chacune de ces collectivités acceptait de partager, ne serait-ce que sur ses retours d'expérience, peut-être aussi sur des perspectives ou des ambitions, mais au moins sur les retours d'expérience. C'est-à-dire, qu'en est-il des résultats obtenus par leurs différentes dispositions, c'est-à-dire la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on a le droit de le faire. Chacune a en ça ses propres spécificités, qui collent chacune à une réalité terrain, mais qui pourraient faire l'objet de réflexions mutualisées. Mais ce partage de retour d'expérience pourrait aussi porter sur la partie immergée de l'iceberg juridique, c'est-à-dire comment on crée le droit, comment on le met en œuvre, comment on cherche à le rendre efficace et non pas simplement proclamer des choses. Par exemple, comment entend-on associer le public à l'élaboration des dispositions environnementales? C'est une exigence constitutionnelle, mais on sait que chacune est mise en œuvre de façon très différente selon les collectivités. Quelle transparence aussi souhaitent assumer les collectivités par rapport à la base scientifique dont on parlait de mes collègues jusqu'à présent, mais ces éléments scientifiques sur lesquels elles s'appuient pour choisir, pour prendre leur choix en matière de politique publique et puis toute la déclinaison jusqu'aux décisions d'autorisation. Quelles sont ces données environnementales? Comment les partager? Comment les rendre accessibles à chacun? Comment aussi choisit-on de s'articuler avec la coutume? Est-ce qu'on décide de s'arc-bouter dans une vision du droit commun avec une lecture très hiérarchique et très pyramidale, très kelsenienne? Ou bien est-ce qu'on choisit d'avoir une lecture plus en réseau où la juridicité de la coutume pourrait s'articuler avec la juridicité du droit commun? Ce qui reste à inventer, hein, mais qui pourrait favoriser l'efficacité des dispositions qu'on estimerait pertinentes pour le droit commun.
Comment décide-t-on aussi de sanctionner les infractions à ces dispositions? Est-ce qu'on choisit de passer par la voie pénale, donc avec la dimension symbolique, la contribution de la justice? Est-ce qu'on décide pour d'autres matières de privilégier la dimension technique du droit de l'environnement et puis privilégier là des sanctions plus administratives? Est-ce qu'on choisit aussi de protéger l'environnement lorsqu'il appartient au domaine public en organisant des contraventions de grande voirie spécifiques aux atteintes à la conservation du domaine public en Macédonie? Donc tous ces éléments-là peuvent faire l'objet de retours d'expérience et de perspectives. Et ça contribuera, à mon sens, à améliorer l'efficacité du droit en tant qu'outil. En tant que bouclier du patrimoine naturel calédonien, dont on a vu qu'il subissait pas mal d'assauts, mais qu'on avait aussi la ressource en tant qu'être humain, bénéficiaire de ce patrimoine naturel, pour contribuer à l'améliorer et à le pérenniser pour nos générations futures. Je vous remercie. Merci Sylvine. Voilà, alors nous allons terminer la première table ronde. Je vais juste, pour finir ce que tu disais, pour dire que le Code de l'environnement, c'est ce qu'ils m'ont demandé de la province des îles. Il est là et on a une centaine de brochures que vous pouvez prendre gratuitement qui expliquent tout le processus sympathique. Que la province sud a son stand là-bas et tous les intervenants, tout le monde est présent et ils seront disponibles pour les présenter plus en avant ce qu'il faut.